Autre fait de l'actualité, les acteurs œuvrant dans le domaine de la santé se sont donné rendez-vous hier mercredi à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un atelier co-création du programme Sécure organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec la Croix-Rouge centrafricaine ainsi que les autres acteurs. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre Somsé. Des précisions à travers ce reportage. Le programme Soutenir l'emploi, les carrières et la résilience du personnel de santé communautaire, en abrégé Sécure, est une initiative de 4 ans menée par la FICR en collaboration avec le CRCA financé par la Fondation Mastercard à hauteur de 16,15 millions de dollars pour la République centrafricaine. Cette rencontre a mobilisé plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine de la santé et les ministères sectoriels. Le ministre de la Santé et de la Population donne plus de détails. Pour enquérir sur la marche de l'atelier intersectoriel. Jusqu'ici, dans la plupart des pays, ces stratégies, notamment le recrutement des agents de santé communautaire, sont en grande partie supportés par des ressources extérieures. Et donc, dans ce contexte-là, Mastercard, qui est une fondation Mastercard d'origine canadienne, qui travaille beaucoup dans le domaine de la santé publique et qui s'est engagée dans le domaine des ressources humaines en santé et des soins de santé primaire, offre un modèle pour la pérennisation de l'infrastructure des soins de santé primaire. Et puis, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, Hippolyte Ngate, accompagné de son staff technique, a fait une descente hier au centre artisanal à Bangui. Les détails avec grand bonheur Yagoumi. Des étals de bijoux traditionnels, des objets d'art qui témoignent du savoir-faire, mais aussi des commerces généraux qui n'ont rien à voir avec l'artisanat. C'est ce constat visuel qui accueille le membre du gouvernement au centre artisanal. L'objectif de cette descente sur le terrain est clair. Mener une réunion de communication sans langue de bois. Face aux occupants du site, le ministre est venu tracer une ligne rouge. Ce village doit garder sa vocation première. Je note au passage d'entrée de jeu que le village artisanal a été donc créé dans l'intention de faire de ce centre la vitrine de nos valeurs artisanales et de nos valeurs culturelles. C'est un centre dédié à la valorisation de nos compétences, qui soit capable de transformer nos ressources naturelles, nos ressources souterraines aux œuvres d'art, dans le domaine de textile, dans le domaine de bois et dans le domaine minier. Force est de constater que donc, depuis quelques années, parce qu'il y a un relâchement administratif, le centre donc, est confus à plusieurs autres activités qui n'ont aucun rapport avec l'activité artisanale. Donc je m'inscris dans une démarche de bonne gouvernance qui consiste à donner la valeur à chaque domaine public dédié au secteur d'activité. Ici, le domaine d'activité dédié, c'est l'artisanat. Au-delà du recadrage, cette réunion de communication marque aussi le point de départ d'une grande ambition pour le site. Un nouveau bâtiment moderne sortira bientôt de terre pour mieux valoriser le savoir culturel centrafricain, mais surtout pour structurer les maillons de cette économie locale. Transformer le talent des artisans en un véritable levier de croissance pour l'économie nationale. Le gouvernement donc m'a instruit dans la dynamique du nouvel élan du président de la République, qui veut désormais que la République utilise ses propres enfants, les efforts de ses propres fils pour la reconstruction du pays. Il faut non seulement redorer les blasons à ce centre, de sorte qu'il retrouve sa nature, de sorte qu'il retrouve sa vocation réelle, savoir être la vitrine des œuvres d'art, mais aussi contribuer à l'économie nationale. Il fallait commencer par cette communication. Entre fermeté sur la gestion financière et promesse du bâtiment, le gouvernement pose des conditions d'un nouveau départ pour les créateurs du pays. Dans un autre chapitre de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale
en partenariat avec l'UNICEF, a organisé le lundi dernier à Boali un atelier d'élaboration et de validation du document de la stratégie nationale de renforcement de la mise en œuvre du dispositif national d'évaluation pour l'année 2026-2030. La cérémonie d'ouverture était déroulée en présence du chargé de mission Apollinaire Kouni. Plus de précisions avec Majorine Gongo. Cet atelier de 3 jours a pour objectif d'améliorer la qualité de l'éducation qui constitue l'une des priorités du gouvernement dans un contexte marqué par la volonté de renforcer l'efficacité, l'équité et la performance du système éducatif. C'est dans cette optique que le ministère de l'Éducation, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé cet atelier pour consolider les réflexions techniques et institutionnelles et recueillir les contributions des parties prenantes. Dans son mot d'ouverture, le représentant du ministre a souligné que l'éducation demeure l'un des fondements essentiels du développement d'un pays. L'éducation demeure l'un des fondements essentiels du développement de notre pays. Elle constitue un investissement stratégique pour préparer l'avenir de notre jeunesse et renforcer les capacités humaines nécessaires à la construction d'une nation prospère, stable et compétitive. Cependant, l'amélioration de la qualité de l'éducation ne peut être envisagée sans une connaissance précise des acquis réels de nos élèves. Il est aujourd'hui indispensable de disposer d'informations fiables sur les performances des apprenants afin d'orienter efficacement les décisions, d'adapter les politiques éducatives et d'améliorer les pratiques pédagogiques. Ce document ainsi conçu va contribuer à accélérer l'amélioration des apprenants et du système éducatif centrafricain, a ajouté le représentant de l'UNICEF. Je précise que cet atelier va se focaliser sur l'élaboration d'un document de stratégie du dispositif de la mise en place et du fonctionnement des dispositifs nationaux d'évaluation. C'est un dispositif qui est prévu depuis le début du plan sectoriel de l'éducation qui est en cours, donc ça fait bientôt presque 6 ans. Et en 2023, les partenaires et les gouvernements ont encore souligné l'importance de ce dispositif dans le cadre d'un pacte de partenariat. Il va contribuer à accélérer l'amélioration des apprentissages dans ce pays. Le directeur général des statistiques au ministère de l'Éducation nous donne ici l'importance de cet atelier. Je crois que l'atelier est très important pour le ministère de l'Éducation nationale. Comme vous le saviez, au niveau de l'enseignement primaire fondamental, nous avons cette crise d'apprentissage-là. Comme venait de dire le partenaire, c'est mondial, mais ça nous tenait à cœur. Et donc, pour résoudre ces problèmes, il faut qu'il y ait un dispositif national des évaluations. Ça va permettre au ministère de l'Éducation de prendre des décisions pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants, des enseignants. Et puis, un atelier d'information aux recommandations des rapports d'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive en République centrafricaine, en abrégé, ITIE RCA, s'est tenu ce jeudi à l'hôtel B-Africa à Bangui. L'objectif est de montrer à la société civile et la population l'importance de cette institution dans le développement économique de la République centrafricaine. Plus de détails avec Janelle Lacoué et José Kobo. L'hôtel B-Africa, situé derrière la cité des chefs d'État, auquel les membres de l'ITIE et la société civile se sont réunis autour des recommandations fortes du rapport proposé par la dite institution, offre cette fois-ci aux participants de capitaliser la valeur de l'ITIE dans la rentabilité et la surveillance du marché industriel centrafricain en passant par la forêt et l'exploitation minière. Vous savez, depuis plus de 2 semaines, nous organisons à l'endroit des organisations de la société civile des séances
de renforcement des capacités. Et donc ces séances de renforcement des capacités visent à former les organisations de la société civile à la compréhension de l'ITIE, de leur rôle dans la mise en œuvre de cette initiative, mais surtout aujourd'hui pour leur indiquer comment lire les rapports ITIE. Et ceci pour permettre bien entendu aux organisations de la société civile qui est le porte-parole des citoyens d'exploiter, mener des débats autour des rapports que l'ITIE produit. Par ailleurs, beaucoup de Centrafricains plongés dans l'illusion se posent encore et encore la question de savoir en quoi est-ce que l'ITIE contribue au développement économique de la RCA, contrairement à celle de d'autres pays sur le plan régional. Bon, vous savez que ITIE n'est pas un simple slogan. C'est cette institution tripartite, gouvernement, organisation de la société civile et les entreprises se mettent ensemble pour œuvrer sur la question de la gouvernance des ressources naturelles de notre pays. Et donc vous savez que pour le moment, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative, on est arrivé à publier les données statistiques et fiscales du secteur des mines et de la forêt. Aujourd'hui, nous sommes en train de publier tous les contrats qui sont signés par le gouvernement de la République centrafricaine avec les sociétés forestières, les sociétés minières avec notre pays. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à la publication des propriétés réelles, c'est-à-dire de tous ceux qui interviennent dans ce secteur pour permettre justement à la République centrafricaine d'avoir une vue et surtout lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme vraiment dans notre pays et dans la sous-région. Tout comme les autres institutions à caractère gouvernemental, l'ITIE œuvre pour une émergence économique nationale avec pour corollaire la lutte contre la corruption et la fraude. Et puis, Madame Francette Catherine Makaké, maire sortante du 6e arrondissement, a officiellement passé le flambeau à son successeur Crépin Ngoko Zengue ce jeudi 11 mai lors d'une cérémonie qui a connu la présence du sous-préfet de Bangui-Fleuve Christian Armel Balebaya et du directeur de la décentralisation et du développement local au ministère de l'administration du territoire, Jean-Symphorien Gamapiol. Plus de détails avec Junior Maliavou. La rencontre a débuté par la présentation et la lecture du rapport de fin de service. Ce document a permis de dresser le bilan des années de gestion de la maire sortante. Cette étape clé est suivie par une visite guidée des locaux de la maire, offrant au nouveau maire l'occasion d'évaluer les infrastructures et les conditions de travail des agents municipaux. Sous la supervision conjointe du sous-préfet de Bangui-Fleuve et du directeur de la décentralisation, la passation des charges est entérinée par la signature des documents. Ensuite, le nouveau maire est installé dans ses nouvelles fonctions. Le point fort de ce passage de témoin est la remise de la clé symbolique de la ville. Un geste marquant le transfert officiel du pouvoir et la continuité du service public. En ce moment, je mesure le poids, je vois l'ampleur de l'espoir de la population et la tâche qui est devant moi. Et je vais rendre hommage aussi à celle que je succède, qui a travaillé pendant 20 ans à la mairie du 6e arrondissement. Je rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas été facile pour arriver à ce niveau. Et je remercie également les autorités qui ont permis à ce que les élections puissent se tenir. Vous savez, les élections communales sur la décentralisation, c'est une longue histoire. En 1996, c'est le président Félix Patassé qui avait initié la décentralisation, mais ça n'a jamais été appliqué. Et 30 ans plus tard, c'est le président Faustin Archange Touadéra qui a tout fait pour que nous puissions avoir la réalité de cette décentralisation et nous puissions avoir le pouvoir à la base pour définir et orienter l'avenir de la population. Nous sommes reconnaissants
pour ce que Monsieur le Président, le professeur Faustin Akonche-Touadéra a fait pour nous, la jeunesse. Nous ouvrons cette porte de responsabilité et personnellement, je tiens à lui dire merci. C'est un héros pour nous. Aujourd'hui, c'est un changement de paradigme dans notre pays. Et on est au pied du mur, comme on dit. Le maçon, on le reconnaît au pied du mur. Donc, on fera le bilan bientôt. La journée a pris une tournure festive et chaleureuse en coïncidant avec le 72e anniversaire de la mère sortante. Pour honorer ce double événement, la population et le nouveau maire ont remis des cadeaux illustrant ainsi le passage de flambeau dans la concorde de l'unité républicaine. Sachez également qu'une cérémonie de remise des certificats en pédagogie universitaire aux enseignants du supérieur a eu lieu hier mercredi dans la salle de conférence du dit centre, présidée par Gérard Grézingué, recteur de l'université de Bangui. Les détails avec Vianney Bofo et Cheryl Malembassa. Environ 40 enseignants-chercheurs qui ont reçu leur certificat de participation à la formation en pédagogie universitaire, désormais ils deviennent les artisans de la pédagogie. Au cours de cette cérémonie, on a enregistré la lecture du rapport de formation, lecture des recommandations, l'émotion des remerciements et la remise des certificats formulés par les stagiaires. Et ce centre, c'est un centre qui s'occupe de la pédagogie dans l'enseignement supérieur, donc à l'université. C'est un centre qui est destiné à inculquer les notions de base de pédagogie universitaire aux enseignants-chercheurs qui ont opté pour faire carrière à l'université dans l'enseignement supérieur en général. Alors, comme vous le savez, l'enseignement qui se fait au niveau du cycle du supérieur ne se fait pas de la même manière que dans le fondamental. Il y a des notions de base que doivent maîtriser tous ceux qui veulent embrasser une carrière universitaire. Et c'est là le rôle qui est dévolu à notre centre de pédagogie universitaire qui assure cette formation à nos jeunes enseignants-chercheurs qui ont décidé donc de faire carrière et qui ont déjà été recrutés, qui sont en début de carrière à l'université de Bangui ou qui sont en train de le devenir, qui vont certainement soumettre leur dossier pour que ça soit examiné par le conseil d'université. Eh bien, il faut qu'ils viennent s'imprégner de toutes les techniques dont ils auront besoin pour dispenser l'enseignement, et non seulement dispenser l'enseignement, mais effectuer des travaux de recherche, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'enseigner. Dans l'enseignement supérieur, il faut enseigner et également faire de la recherche. C'est toutes ces notions-là qui ont été donc inculquées à nos jeunes enseignants-chercheurs. C'est un milieu hétéroclite. Nous avons des médecins, nous avons des historiens, nous avons des philosophes, nous avons des chimistes qui connaissent déjà leur matière, qui connaissent déjà de quoi ils parlent. Maintenant, il est question pour eux de transmettre ce savoir aux étudiants. Parce qu'eux, ils doivent aussi également maîtriser. Mais il y a une façon donc d'enseigner, il y a une façon de concevoir les enseignements, il y a une façon d'évaluer l'apprentissage. Et c'est de tout ça qu'il était question. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés donc à l'aboutissement de cette formation qui a duré 4 mois. Et donc aujourd'hui, c'est cette cérémonie qui nous permet donc de leur délivrer des attestations de participation. Il est à rappeler que cette session de formation a débuté le 12 janvier et a pris fin le 23 mai 2026. Le directeur de cabinet au ministère des Mines et de la Géologie, Georges Hyacinthe Ouaboua, accompagné d'une forte délégation, a conduit une mission de travail du 6 au 9 juin 2026 à Nola, chef-lieu de la Sangambaéré. L'objectif est de procéder à la remise d'un forage d'eau construit par la société Vision Plus. Les détails avec Alvin Bombari. Entouré de ses proches collaborateurs, après la présentation des civilités, la délégation a été accueillie chaleureusement à l'entrée de la ville par les autorités politico-administratives. Suivi de la présentation des civilités, le chef de mission a eu un bref entretien et a décliné le mobile ultime de son déplacement qui est de remettre à la population de Basso, située à 60 km de Nola, un nouveau forage.
L'occasion est pour la première citoyenne de la ville souhaiter une cordiale bienvenue à la délégation. Elle a exprimé sa gratitude à l'endroit des plus hautes autorités de faire le choix de leur localité pour ce joyau qui vient réconforter la dite population aux problèmes récurrents d'eau potable. Prenant la parole, le préfet de Nola a rappelé à la population de faire bon usage de cette infrastructure qui vient d'être installée grâce au leadership du président de la République à travers le ministère des Mines et de la Géologie. Pour le chef de mission, le directeur de cabinet M. Georges Hyacinthe Wabois, il a souligné que ce forage offert par la société Vision Plus n'est pas un cadeau, mais plutôt un droit pour les habitants de Bassor, tant en demandant à la population de conserver à bon escient cette infrastructure qui vient d'être installée. Le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, dans sa politique, veut faire du secteur minier un vecteur de développement. Partout au monde, ce secteur booste l'économie du pays et améliore la vie de la population. Ce secteur offre de l'emploi et des revenus supplémentaires à la population. Ces revenus circulent dans les villages voisins et soutiennent le commerce, les marchés et les services. Ces revenus aident la population à faire face à plusieurs de leurs besoins, comme payer les frais scolaires de leurs enfants, payer les médicaments pour les soins de leur famille et favoriser l'autonomisation de la femme en réduisant la dépendance économique face aux hommes. Les jeunes trouvent de l'emploi immédiat en limitant l'exode vers d'autres villages. Cette activité est appelée dans le milieu minier le lien. Au-delà de la simple fourniture d'eau, cette action redéfinit les bonnes collaborations qui existent entre les sociétés extractives et la population autochtone. Et celle n'est pas anodin que le responsable de la société Vision Plus, les autorités locales et administratives ont salué ce geste de prime abord qui est un exemple à suivre pour toutes les autres compagnies minières qui interviennent dans le sol centrafricain. En sport, le coup d'envoi officiel du tournoi est donné à l'Estadio Azteca de Mexique avec le match d'ouverture très attendu ce soir à 20h opposant le Mexique à l'Afrique du Sud. Pour la première fois de l'histoire, la compétition est organisée conjointement par 3 pays, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce jeudi 10 juin 2026, la 45e session ordinaire des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui visent à examiner la situation économique et financière des pays membres de la CEMAC. Le point à travers ce reportage est réalisé par nos confrères de la CEMAC TV. Fragilisé par les effets persistants des crises économiques mondiales, la baisse des performances commerciales et les défis sanitaires et sécuritaires qui pèsent sur l'Afrique centrale, la CEMAC poursuit ses efforts de consolidation régionale. Réunis à Brazzaville, les experts des 6 États membres prennent part aux travaux du comité inter-État, prélude à la 45e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Pendant 2 jours, ils examinent plusieurs dossiers stratégiques destinés à renforcer l'intégration communautaire, à savoir situation financière de la communauté, mise en œuvre du free roaming, politique minière commune, développement du tourisme régional et harmonisation des outils statistiques. L'ordre du jour de la présente réunion est dense, touchant à la fois les enjeux de la gouvernance financière, on l'a dit, aux politiques sectorielles, ainsi qu'à la modernisation de nos systèmes statistiques nationaux et régionaux. Il ne fait l'homme d'aucun doute que cette fois encore, vous saurez aborder les sujets avec lucidité et perspicacité en vue de permettre à la communauté d'accomplir sa mission essentielle qui est de promouvoir un développement harmonieux et durable. Selon le président du comité inter-État, la question du recouvrement de la TCI figurera également parmi les sujets majeurs des échanges, tant que cette ressource demeure essentielle au financement des programmes communautaires. Le premier point touchant, c'est la situation financière de la communauté. Elle est très alarmante, un peu comme vous avez suivi dans le discours.
ça met en mal le fonctionnement de la communauté dans son ensemble, avec ses institutions. Les projets à réaliser, tout ça est très mal impacté parce que la communauté vit de ce qu'on appelle la TCI, la taxe communautaire d'intégration, que les États doivent reverser à la Commission, mais que les États reversent difficilement. Et donc cela impacte. En marge de l'ouverture des travaux du comité inter-État préparatoire à la 45e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC, la CEMAC a procédé à la passation de consignes à la tête du Conseil des ordres communautaires. Une cérémonie marquée par le transfert de charges entre Stanislas Moussa Kembe et Norbert Okio Koutsina. Passons maintenant à la page magazine. En page magazine, le Premier ministre et chef du gouvernement Félix Molowa a procédé hier mercredi 10 juin 2026 à Baïki, dans la préfecture de la Lobaye, à la cérémonie du lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route Baïki-Bangui en présence du ministre d'État en charge des travaux publics, Arthur Bertrand Piré. Vous suivrez les détails après ce journal. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Un dicton bien connu par le peuple centrafricain dit ceci, je cite, « Là où va la route, le développement suit automatiquement ». Fin de citation. Dans sa lettre de mission, dans le cadre de la 7e République, le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a inscrit aussi le développement des infrastructures routières, l'un de son cheval de bataille pour le développement intégral de la République centrafricaine. Parmi les projets en lice figure le projet de développement du corridor 13 de transport multimodal Pointe-Noire, Brazzaville, Bangui, N'Djamena, phase 1. Dans la droite ligne, la République centrafricaine a bénéficié d'un don de la Banque africaine de développement BAD d'un montant d'environ 164 milliards de francs CFA pour le financement du projet de développement du corridor. C'est dans ce contexte précis que le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Molowa, a fait ce déplacement hier à Mbaïki pour procéder au lancement officiel des travaux du tronçon Mbaïki-Bangui. 3 ministres d'État et autres ont rehaussé aussi de leur présence cette cérémonie, notamment le ministre d'État Bertrand Arthur Piré en charge de l'équipement et des travaux publics, le ministre d'État en charge de la communication et des médias porte-parole du gouvernement, M. Évariste Ngamana, le ministre d'État Aurélien Simplice Zingas Kwengbele de l'Éducation nationale et autres membres du gouvernement. Ce tronçon Mbaïki-Bangui, dont les travaux vont durer 6 mois, c'est l'entreprise Piafax Burkina qui s'en occupe. Après le lancement officiel des travaux par le Premier ministre, Félix Molowa, il dégage ici son sentiment. Bon, nous étions embarqués dans le cadre de la transition, c'est-à-dire le transfert de responsabilité de la MINUSCA au gouvernement. Donc le site de Mbaïki a servi de base pour la cérémonie de ce transfert qui concerne 6 autres sites dans nos régions. Nous avons profité de l'occasion pour présider la cérémonie de remise des infrastructures financées sur le fonds de la Banque mondiale dans le projet Ekwimba. Et maintenant, nous sommes là pour lancer la portion donc, de ce corridor 13 parce que, sur instruction du président de la chef de l'État, pour que ces activités se déroulent et s'exécutent rapidement et dans les délais. Parce que ça fait environ 4 ans que nous sommes sur ce projet. Alors il faudrait nécessairement accélérer pour que ce projet s'exécute et que nous puissions avoir le livrable. Je voudrais en profiter pour féliciter le ministre d'État
aux travaux publics que dès la prise de service, je l'ai instruit pour qu'il fasse tout. Et c'est sur l'instruction du président de la République de l'État pour que ces activités soient lancées, exécutées. Et d'ailleurs, nous allons même plus loin dans les jours à venir, lancer les activités connexes. Il faudrait qu'on termine avec ce projet qui est un gros projet d'un montant de plus de 164 milliards. Alors donc il faut nécessairement désenclaver notre pays. Et là, c'est un projet qui est extrêmement important pour la vie économique dans notre pays. Donc je suis très heureux de lancer cette portion au nom du président de la République, chef de l'État. Le ministre d'État Bertrand Arthur Piri, en charge de l'équipement des travaux publics, se félicite du démarrage des travaux. Vous savez que je viens d'être nommé à la tête de ce département. Je suis venu, j'ai trouvé des collaborateurs qui ont déjà préparé ce dossier avec une entreprise qui est retenue. Et aujourd'hui, comme vous le soulignez, le Premier ministre est venu, pas seul, il est venu avec un certain nombre de membres du gouvernement, y compris moi-même, et également l'ensemble de mes collaborateurs. Le Premier ministre a procédé au lancement officiel des travaux. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est que nous allons suivre l'exécution de ce travail. Vous savez que nous sommes un pays enclavé et le corridor 13 est un corridor qui va nous désenclaver parce que ça part de Brazzaville jusqu'ici, ça va aller jusqu'au niveau de Tchad. Une bonne partie de la route a été déjà construite, notamment de Boussarangba jusqu'à Mbaïki. Maintenant de Mbaïki à Bangui, ce tronçon tellement dégradé, nous sommes venus par route. Vous tous, vous avez vu, c'est dégradé. Ça va non seulement permettre à la population de la Lobaye, d'une manière générale, d'être totalement désenclavé, mais ça va participer également au développement économique de notre pays. Vision très chère au président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui a fait du désenclavement de la République centrafricaine l'une de ses priorités. Donc, je serai très regardant. Avec mes collaborateurs, nous serons tous là pour suivre l'exécution de ce projet, pour que cela se passe très bien et cela puisse se faire dans le délai, conformément au délai tel que dit par le directeur qui avait fait un très bon discours tout à l'heure, parce qu'il nous a rassuré que ça sera exécuté en respectant le délai. Normalement, le délai, c'est 24 mois. Donc, si ça peut se faire avant, tant mieux, mais au moins que ce délai-là soit respecté pour qu'enfin qu'on puisse concrétiser la vision politique du professeur Faustin Archange Touadéra, sa volonté politique de désenclavement et du développement de la République centrafricaine à l'aube de cette 7e République. Aussi, le président fondateur de l'entreprise Copiafax Burkina, Si Gaïré Pascal, a laissé entendre qu'il va travailler dans le délai imparti des travaux. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'entreprise Copiafax le sait, mais la main-d'œuvre exécutive de ce projet de grande envergure, notre responsabilité est engagée. Certes, nous sommes une entreprise à la recherche de bonnes affaires, mais d'abord panafricaine. Mais du haut de cette tribune, je puis vous dire que nous percevons la valeur humaine et la grande importance de cette route. Longue de 62,785 km, une fois les travaux finis, elle va désenclaver durablement plusieurs localités. Aussi, nous nous engageons à livrer une infrastructure de qualité supérieure. De même, nous promettons de respecter les délais de 24 mois impartis au projet. Excellent Monsieur le Premier ministre, distingués invités, route stratégique car s'inscrivant dans le cadre d'un réseau routier qui met en relation plusieurs capitales et notre région commune. Copiafax est honoré d'être choisi pour conduire les travaux. Je tiens ici à traduire ma profonde gratitude d'abord au président de la République pour sa vision. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance au Premier ministre et aux membres du gouvernement, singulièrement au ministre de l'Équipement et des Travaux publics, pour la confiance placée en notre entreprise.